J'étais en train de boire du café à mon bureau quand la première photo du mariage est apparue sur Instagram. Des roses blanches, des nappes en soie, une légende qui disait « J'ai hâte du grand jour de Sophie ». Au début, j'ai souri. Après tout, c'était le mariage de ma petite sœur. Mais ce sourire s'est figé quand j'ai défilé vers le bas. Il y avait une liste complète d'invités tagués sous la photo, des cousins, des amis de l'université, même notre ancienne nounou. J'ai cherché mon propre nom une fois, 2 fois. Il n'était pas là. J'ai revérifié, certaine que c'était une erreur, mais la vérité était simple et blessante. Tout le monde avait été invité. Tout le monde, sauf moi. J'ai appelé maman. Elle a répondu à la 2e sonnerie, avec une voix tendue comme si elle attendait ce moment. « Clear, chérie, s'il te plaît. C'est le jour de Sophie. Ne fais pas en sorte que ça tourne autour de toi. » J'ai ri, un son cassé qui s'est brisé en deux. Autour de moi, ai-je murmuré, mais elle avait déjà commencé à parler de fleuristes et de plans de table, comme si ma question n'existait pas. C'est à ce moment-là que je l'ai su. Je n'étais pas seulement exclu du mariage de ma sœur, j'étais en train d'être effacé de ma propre famille. La pluie a commencé 1 heure plus tard, fine et constante contre les fenêtres de Portland. J'ai regardé la bruine en essayant de faire semblant que ça ne me dérangeait pas. J'avais appris à être la raisonnable depuis des années, la fille qui ne faisait pas de scène, qui ne demandait pas pourquoi Sophie obtenait toujours tout en premier. Et pourtant, ma poitrine brûlait. On penserait qu'à 34 ans, le rejet ne ferait plus si mal, mais le rejet familial est un coup différent. C'est comme si on te disait que tes souvenirs n'ont plus de valeur. À l'heure du déjeuner, je regardais encore les photos. Sophie radieuse dans une robe en dentelle pour son dernier essayage. Maman postant des émojis de cœur comme du confetti. Papa commentant « Notre petite fille ». J'ai zoomé sur ces mots. Notre petite fille. Il n'avait rien écrit sous mon post à propos de ma promotion 3 semaines plus tôt, quand mon entreprise m'avait annoncé comme chef de projet sur une restauration du centre-ville. Mais pour Sophie, il avait réussi à écrire tout un paragraphe habituel. Ce soir-là, j'ai conduit en silence pour rentrer chez moi. La ville avait été lavée par la pluie. Les phares se reflétaient sur l'asphalte mouillé. Mon téléphone a vibré avec un message dans le chat familial des Donovan. J'ai hésité avant d'ouvrir. C'était Sophie, en robe de mariée, debout sous une guirlande de lumière, avec la légende « Je n'arrive pas à croire que ça se réalise enfin ». #Sophie en pour toujours. Maman a répondu avec des cœurs. Papa a envoyé un emoji de champagne. Personne n'a remarqué que je n'avais pas dit un mot. J'ai écrit puis effacé 3 réponses différentes avant de quitter le chat complètement. Je ne pouvais pas rester là à les voir célébrer un événement auquel je n'étais pas digne d'assister. Mon appartement paraissait plus froid que d'habitude quand je suis rentré. J'ai servi du vin, je me suis recroquevillé sur le canapé et j'ai fixé le plafond. Peut-être que c'est un malentendu, me suis-je dit. Peut-être qu'une invitation s'est perdue par la poste. Les familles font des erreurs, non? À minuit, je savais que ce n'était pas un accident. Mon téléphone a vibré encore. Un message de maman, ne le prends pas personnellement, chérie. Sophie voulait que ce soit petit. Tu sais comment vous deux pouvez être. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir, le cœur battant. Comment nous pouvons être? Comme si j'étais un problème à gérer. Elle avait fait sonner ça comme si ma présence allait gâcher les photos. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai fermé les yeux. Chaque souvenir que j'avais gardé de ma famille avait soudain une autre couleur. Tout semblait délavé. Les anniversaires que j'avais organisés quand maman oubliait. Les chèques de loyer que j'avais aidé Sophie à payer après sa rupture. Les fois où j'avais tout laissé tomber parce que quelqu'un avait besoin de moi. Apparemment, rien de ça ne comptait maintenant qu'ils avaient quelque chose de digne d'être publié. Le lendemain matin, j'ai conduit dans la ville jusqu'à l'ancienne maison Donovan sur Horn Boulevard. L'air sentait le pain humide et la nostalgie. Depuis le trottoir, elle paraissait presque pareille à l'époque où je l'avais quittée. Revêtement jaune pâle, jardin plein de roses, la lumière du porche toujours allumée trop tôt. À l'intérieur. Maman remuait une soupe, faisant semblant de ne pas être surprise quand je suis entré. Clear, quelle surprise. Elle s'est essuyé les mains sur une serviette, regardant vers la salle à manger où des menus imprimés et des rubans étaient éparpillés sur la table. Nous terminons les derniers détails du mariage. Tu aurais dû appeler avant. J'ai essayé, ai-je dit doucement.
Mais tu n'as pas répondu. Elle a soupiré, oh chérie, je ne veux pas de tension avant le grand jour. Tu sais comme Sophie est sensible. Sensible. Encore ce mot. Le bouclier que Sophie avait porté toute sa vie. Je me souvenais de mes 10 ans, la voyant renverser du jus sur les papiers d'impôt de papa et pleurer jusqu'à ce que j'assume la faute. Je me souvenais de sa remise de diplôme, quand elle avait oublié de demander des bourses et que maman m'avait convaincu de lui donner la moitié des miennes. Juste cette fois. Chaque famille a une Sophie, l'adorée, celle autour de qui on est censé tourner. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé à propos des invitations. Maman a évité mon regard. Tu étais très occupée, chérie. Ton travail, tes voyages. Je ne voulais pas te mettre la pression. Me mettre la pression, ai-je ri. Tu ne voulais pas de moi là-bas. Son visage s'est crispé, ce n'est pas vrai. Mais nous savons toutes les deux que toi et ta sœur ne vous entendez pas vraiment. J'ai avancé d'un pas. Tu veux dire depuis qu'elle a utilisé mon nom pour ouvrir un studio qu'elle n'a jamais payé. Ne rouvre pas de vieilles blessures, dit-elle. Elle a redressé une pile de menus comme si cette conversation était juste du papier à classer. C'est censé être une occasion heureuse. Pour qui, ai-je demandé. Elle n'a rien dit. Le seul bruit était la cuillère tintant contre la marmite. Papa est entré du garage, sentant le cèdre et la sueur. Clear, ça fait plaisir de te voir, il a hésité en voyant mon visage. Tout va bien. J'ai attendu qu'il dise autre chose, un signe qu'il n'était pas d'accord avec maman. Mais il a juste passé un bras autour de ses épaules, ne rendons pas ce jour difficile. J'ai hoché la tête lentement. Compris. Je ne voudrais pas gâcher les occasions pour les photos. La bouche de maman s'est ouverte, mais j'attrapais déjà mon manteau. Si Sophie veut un mariage parfait, alors elle peut l'avoir sans moi. Dehors, le ciel s'était dégagé, brillant et cruellement bleu. Je me suis assise dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, jusqu'à ce que la tension se relâche. Je ne pleurais pas. J'avais déjà dépassé ça. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid, de plus clair, de la lucidité. Sur le chemin du retour vers le centre-ville, mon téléphone a vibré de notifications. Ma cousine Laura postant, j'ai hâte du mariage de l'année. Ma tante partageant la vidéo des fiançailles de Sophie avec la légende, tellement fière de nos filles. J'ai presque ri. Nos filles, ça voulait dire toutes sauf celles qui avaient payé leur hypothèque quand papa avait perdu son travail. Je suis arrivé à mon appartement, j'ai garé la voiture au sous-sol et je suis resté assise en silence, jusqu'à ce que mon téléphone vibre encore. Cette fois, ce n'était pas la famille. C'était mon amie Jeunet, qui travaillait à temps partiel pour une organisatrice de mariage avec qui elle bossait. Mais Clear, tu dois voir ça. Elle a envoyé une photo de Yin, le fiancé, trop proche d'une femme que je ne reconnaissais pas, avec sa main posée sur sa hanche dans un bar. L'horodatage datait d'il y a 2 nuits. J'ai fixé l'image, le cœur battant fort, encore et encore. Mais qui est-elle, ai-je répondu par texto. Aucune idée, mais elle est déjà venue ici. Ma collègue dit qu'il est très tactile. Je pensais que tu devais le savoir. Dehors, le tonnerre grondait au loin, se rapprochant. J'ai laissé le téléphone s'éteindre, l'écran devenant noir. Alors Sophie ne m'avait pas invité à son mariage. D'accord. Mais peut-être, juste peut-être, que l'histoire n'était pas encore finie. Parce que les mariages ont une façon de révéler ce qui est réel, et parfois la meilleure place est celle qui est la plus loin de l'autel. Maman a appelé 3 jours plus tard, sa voix douce comme du sucre, tremblante sur les bords. Viens dîner à la maison, Clear. Parlons-en comme une famille. J'aurais dû raccrocher, mais la curiosité ou peut-être l'habitude a gagné. Le mot famille avait encore du poids, même quand il ne devrait pas. J'ai dit que je passerais à 7 heures. La pluie glissait sur les rues pendant mon trajet vers Or Boulevard, les phares saignant sur le pavé mouillé. Plus je m'approchais, plus l'air semblait lourd. La lumière du porche était déjà allumée, ce même éclat qui signifiait autrefois « bienvenue ». Maintenant, ça ressemblait plus à un avertissement. La maison n'avait pas changé, la même marche fissurée, les mêmes carillons en forme de petites bouteilles de vin que Sophie avait achetées dans une foire de rue il y a des années. À l'intérieur, ça sentait la lasagne au four, le plat d'offrande de paix de maman. Elle a souri quand je suis entré, le genre de sourire qu'on utilise quand on espère que tu oublieras quelque chose d'impardonnable. Chérie, elle m'a embrassé sur la joue,
puis s'est occupé à arranger les couverts. Là, assieds-toi. Le dîner est presque prêt. Papa était à table, le journal plié à côté de son assiette. Il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, avec les épaules voûtées et les yeux fatigués. Ça fait plaisir de te voir, dit-il à voix basse. J'ai pris place en face d'eux, la même place que je prenais au dîner du dimanche quand on discutait des couvre-feux et des choix d'université. La pièce avait même la même odeur, sauce, pain, une pointe de produits citronnés. Mais la chaleur n'était plus là. Maman a servi du vin comme si c'était de l'huile d'olive, remplissant son verre jusqu'au bord. Je ne veux aucune tension ce soir, dit-elle gaiement. Ayons juste un bon repas. J'ai avalé une bouchée de lasagne, attendant la vraie raison de ma présence. Elle est arrivée à la moitié de sa deuxième coupe. Chérie, commença-t-elle avec un ton préparé. Sophie n'a jamais voulu te blesser. Les mariages sont compliqués. Les émotions sont à fleur de peau. Elle ne m'a pas invité, maman. J'ai dit, ce n'est pas compliqué, c'est délibéré. Maman a soupiré, le son d'une martyre ajustant son auréole. Tu sais comment est ta sœur. Sensible. Elle veut juste que son jour soit joyeux. Joyeux. Ce mot s'est tordu dans mon estomac. Et ma présence gâcherait ça? Éclair, murmura papa. N'allons pas là. Je ne l'ai pas interrompu. Terminons pour une fois. La fourchette de maman a teinté contre son assiette. Tu penses toujours que tout est une attaque. Sophie a traversé tellement de choses. Son studio a échoué. Ses fiançailles ont été rompues. Son studio a échoué parce qu'elle l'a ouvert à mon nom, ai-je dit, ma voix ferme mais aiguë. Elle a ruiné mon crédit pendant 2 ans. Mais bien sûr, faisons-lui un défilé. Les yeux de maman se sont plissés, ce mélange familier de pitié et d'irritation. Tu es plus forte qu'elle. Tu peux supporter la déception. Voilà, le slogan de la famille. J'ai presque ri. Tu veux dire que je peux supporter d'être utilisé? Ne déforme pas mes mots. Je n'ai pas besoin de le faire. Il se déforme tout seul. Papa a attrapé son verre, mais n'a pas bu. Peut-être qu'on devrait tous prendre un peu de recul. Maman s'est tournée vers lui, tranchante comme du cristal. Ne commence pas, Richard. Elle a toujours été dramatique. Je me suis adossé. Tu m'as appelé dramatique depuis mes 12 ans. Maman, quand Sophie a cassé mon vélo et que tu as dit que j'aurais dû la surveiller. Quand elle a menti sur l'argent de la bourse et que tu as dit, ne fais pas une scène. Tout ce que j'ai toujours fait, c'est nettoyer ces désastres. Le silence a appuyé contre les murs. Le seul bruit était la pluie battant contre la fenêtre de la cuisine. Finalement, maman a dit, tu fais comme si on ne t'aimait pas. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous m'aimez tant que je suis utile. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis levé de table. Si Sophie voulait la paix, elle aurait pu commencer par inviter sa sœur. Maman s'est levée aussi, soudain désespérée. S'il te plaît, ne fais pas ça maintenant. Le mariage est dans une semaine. Je ne veux pas de mauvaise énergie autour d'elle. Mauvaise énergie. J'ai ri doucement. Tu t'es nourri des miennes pendant des années. J'ai attrapé mon manteau. Papa s'est levé à moitié, ne sachant pas s'il devait m'arrêter. Éclair, dit-il doucement, tu sais que ta mère veut juste que la famille reste unie. Là elle veut du contrôle. Papa, ne confonds pas les deux. Il a baissé les yeux sans rien dire. Je me suis retourné pour partir, mais la voix de maman m'a suivi, basse et glaciale. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Je me suis figé près de la porte. Jalouse, croisa-t-elle les bras. Tu n'as jamais aimé la façon dont les gens l'adoraient. L'attention, les compliments. L'attention n'est pas la même chose que le respect, maman. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as élevé une fille pour briller et l'autre pour réparer les câbles quand les lumières s'éteignent. Je suis sorti sous la pluie, mais avant d'atteindre la voiture, elle m'a appelé, sa voix brisée par la colère et la peur. Ne lui gâche pas ça, Claire. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Je me suis retourné, l'eau dégoulinant de mes cheveux. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. Je n'aurai pas à le faire. C'est déjà fait pour nous deux. Le trajet de retour à mon appartement a été silencieux,
sauf le bruit des pneus sur l'asphalte mouillé. Je pouvais encore entendre sa voix tourner en boucle dans ma tête, ce mélange de culpabilité et de manipulation qu'elle avait perfectionné pendant des décennies. Tu es plus forte qu'elle. Tu peux supporter. Traduction, tu recevras le coup pour qu'elle n'ait pas à le prendre. Quand je me suis garé, mes mains avaient cessé de trembler. La colère s'était refroidie en quelque chose de plus ferme, de la résolution. Je n'allais pas supplier pour une place à une table qui pourrissait déjà. Je suis entré dans mon appartement, j'ai accroché mon manteau, servi un verre d'eau et posé mon téléphone sur le comptoir. Un nouveau message clignotait sur l'écran de Jeunet, tu dois voir ça. En pièce jointe, une photo de Yin, le fiancé, dans un bar chic du centre, trop proche de la même femme qu'avant. Sa main reposait sur le bas de son dos, l'intimité de quelqu'un qui l'avait déjà fait plus d'une fois. En dessous, Jeunet avait écrit, ce n'est pas celle qu'il croit. Je pensais que tu devrais le savoir avant que tout n'explose. J'ai regardé l'image longtemps. Le sourire parfait de Yin semblait différent maintenant, presque répété. Le couple doré, Sophie et Yin, se fissurait déjà avant les vœux. Je me suis affaissé sur le canapé. La pluie dehors, constante et implacable. Pendant des années, j'avais été l'équipe de nettoyage de la famille, la responsable, celle qui réparait tout. Peut-être que cette fois je n'arrangerai rien. Peut-être que je regarderai seulement. J'ai pensé aux dernières paroles de maman. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. Et j'ai presque souri. Elle n'avait toujours pas compris que parfois, la chose la plus intelligente que tu puisses faire, c'est ne rien faire du tout. Quand je suis enfin allé me coucher, la ville était silencieuse, sauf le faible bourdonnement du trafic au loin. Sur la table de nuit, mon téléphone a vibré encore une fois. Un message de papa, simple et court, ils auraient dû t'inviter. Je l'ai regardé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu. Et ce petit éclat de reconnaissance, si tardif, si petit, a suffi pour allumer quelque chose de nouveau en moi. Pas encore du pardon, mais de la clarté. Ils pensaient qu'en m'excluant, ils garderaient leur petit monde en paix. Ils n'avaient aucune idée que la paix était la dernière chose qui arrivait. En grandissant, Sophie était le soleil et moi l'ombre qui la faisait paraître plus brillante. Maman disait souvent, ta sœur a simplement cette étincelle, Clear. Toi, tu es la stable, la responsable, celle qui nettoyait les dégâts et ne se plaignait pas. À 10 ans, je savais déjà quel était mon rôle, être fiable, invisible et toujours, bien. Je me souviens d'un samedi matin quand nous étions enfants. Sophie a renversé un carton entier de lait sur le sol de la cuisine, des rivières blanches imbibant le tapis. Maman a accouru en la cajolant, ce n'est rien, chérie. Les accidents arrivent. Quand j'ai pris une serviette pour nettoyer, elle m'a grondé. Clear, fais attention. Tu fais un dégât encore plus grand. J'avais 7 ans. C'était la première fois que j'ai compris à quel point l'amour pouvait sonner différemment selon à qui il s'adressait. Au lycée, le schéma était devenu une habitude. Sophie pleurait et tout le monde accourait. Moi, je réussissais et personne ne remarquait. Elle a eu le rôle principal dans la comédie musicale de l'école parce qu'elle brille sur scène, même si je l'avais aidée à mémoriser chaque ligne. Moi, j'avais des notes excellentes et maman disait, c'est normal pour toi. Quand j'ai été accepté dans le programme d'architecture de l'Université d'État de l'Oregon, papa m'a tapé sur l'épaule avec fierté. Maman a juste demandé, tu auras quand même du temps pour aider ta sœur avec son portfolio d'art? Je pensais que peut-être il ne pouvait pas s'en empêcher, que chaque famille avait un favori. Mais plus je grandissais, plus ça paraissait intentionnel, comme si maman avait besoin que quelqu'un soit l'ancre pour continuer à faire semblant que le bateau ne coulait pas. Sophie flottait dans la vie avec un charme sans effort. À 21 ans, j'avais un blog, 10 000 abonnés et une liste toujours changeante de projets créatifs. Moi, j'avais des prêts étudiants et un travail à temps plein qui ne permettait pas de jours de maladie. Elle m'appelait quand elle était en retard de loyer, quand son petit ami la quittait, quand elle ne comprenait pas ses impôts. Mais tu es tellement doué pour ces choses, Clear, disait-elle, sa voix, une culpabilité sucrée. Et comme une idiote, je lui faisais un virement où j'arrivais avec une boîte de plats à emporter, en me disant que c'est ce que fait la famille. La dernière fois que je l'ai tirée d'affaire, c'était il y a 5 ans. Elle a appelé, en pleurs, disant qu'elle avait une grande opportunité, un studio photo au centre-ville, mais elle avait besoin que quelqu'un co-signe le bail. Ce sera mon rêve, Clear, tu crois en moi, n'est-ce pas? Elle m'a prise entre l'épuisement et l'espoir,
et j'ai dit oui. Le studio a fermé 8 mois plus tard. Elle est partie sans payer le loyer, me laissant une dette de 25 000 $ et un SMS d'excuses qui disait « Tu vas t'en sortir. Tu le fais toujours. » Quand je l'ai dit à maman, elle a dit « Ta sœur ne voulait pas te blesser. Elle est juste dépassée. » Je me souviens avoir ri amèrement, en demandant « Et moi, je suis quoi, maman ?» La leçon toute trouvée. Elle n'a pas répondu. Ce jour-là, quelque chose en moi a commencé à se fissurer. Depuis, Sophie et moi ne parlions que quand c'était nécessaire, anniversaire, fête, dîner de famille dicté par la culpabilité de maman. Ces soirs-là, elle arrivait en retard, avec une odeur de parfum cher et de confiance, et maman lui souriait comme si elle avait guéri le cancer. Moi, je m'asseyais de l'autre côté de la table, buvant du vin, faisant semblant que ça ne me touchait pas mais si, ça me touchait. Toujours. Quand Sophie s'est fiancée à Yin l'an dernier, maman a appelé en pleurant de joie. Il est parfait pour elle, Clear. Tellement posé, tellement réussi. Enfin quelqu'un qui peut prendre soin d'elle. J'ai presque laissé tomber le téléphone. Tu veux dire quelqu'un d'autre pour payer ses factures? Elle m'a réprimandé pour mon cynisme. Puis elle m'a envoyé une photo de la bague de Sophie, un diamant impeccable brillant sous une lumière parfaite. J'ai rencontré Yin une fois, au dîner d'anniversaire de maman. Il avait cette assurance lisse et facile des hommes qui n'ont jamais dû se battre pour quoi que ce soit. Il a complimenté mon travail. Puis il a demandé si je regrettais de ne pas faire quelque chose de créatif. Quand j'ai dit que l'architecture est créative, il a souri avec condescendance. Bien sûr, mais je pensais à quelque chose de plus expressif, comme le travail de Sophie. Maman avait ri en lui touchant le bras. Il a raison, Clear. Tu as toujours été si pratique. Ce soir-là, j'ai conduit chez moi en serrant le volant si fort que mes mains me faisaient mal. Je n'étais pas jalouse de Sophie, j'en avais juste assez d'être la base sur laquelle tout le monde la mesurait. Maintenant, assise sur mon canapé avec la pluie frappant la fenêtre, je regardais la dernière publication de Sophie. Sa séance de fiançailles sur la côte. Elle avait l'air impeccable, les vagues se brisant derrière elle. Hissène l'embrassant sur la tempe. La légende disait « J'ai trop hâte d'épouser mon meilleur ami ». Certaines personnes sont simplement destinées à trouver leur pour toujours. Je pouvais presque entendre maman piailler en écrivant des cœurs dans les commentaires. J'ai posé le téléphone, la coupe de vin froide dans ma main. Une part de moi voulait supprimer chaque photo, tous les bloquer, repartir à zéro. L'autre part ne pouvait pas détourner les yeux, comme regarder un accident au ralenti dont tu sais qu'il va arriver. Mon téléphone a vibré. Un message de Jen a éclairé l'écran. La fille sur la photo du bar s'appelle Kelsey. Elle travaillait pour rien. Il est sorti avec elle avant Sophie. J'ai cligné des yeux. A sorti avec, ou il l'a trompée, ai-je répondu. Les deux. On dit qu'il l'a licenciée quand elle a menacé d'en parler aux ressources humaines. Ces mots m'ont retourné l'estomac. Bien sûr. Bien sûr. Voilà l'homme qui, selon Sophie, allait la sauver. Je n'étais même pas surprise. J'ai senti quelque chose de plus froid que la colère, de la confirmation. J'ai fermé les yeux et expiré. J'aurais peut-être dû avoir pitié d'elle, mais la pitié épuise quand c'est tout ce que tu as à donner. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Des années de miettes numériques étaient faciles à retrouver, relevés bancaires, email, l'ancien bail du studio, chaque prêt jamais remboursé. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et je l'ai appelé « La vérité de Sophie ». Je ne savais pas encore ce que j'en ferais, mais je savais que j'en avais fini de faire semblant que ça ne me touchait pas. Dehors, la tempête a forcé, le vent secouant la porte du balcon. J'ai regardé l'horizon gris, nerveux, vivant, et j'ai senti quelque chose remuer en moi. Pour une fois, je ne pensais pas à préserver la paix, je pensais à ce que la paix pouvait vraiment coûter. C'était étrange de réaliser qu'après toutes ces années à tout maintenir, la chose la plus saine que je pouvais faire était peut-être de laisser tout s'écrouler. Je me suis levé en étirant le dos raide et j'ai vu mon reflet dans la fenêtre. Les mêmes yeux, le même visage, mais l'expression était nouvelle. Pas de la tristesse, pas même de la colère. Quelque chose de plus tranchant, de plus solide. Les mots de maman au dîner ont résonné dans ma tête. Promets-moi que tu ne feras rien de stupide. J'ai souri à mon reflet, un petit sourire mais réel. Oh, je ne le ferai pas, ai-je murmuré. J'ai fermé l'ordinateur,
éteint les lumières et laissé l'obscurité s'installer autour de moi. Pendant des années, j'avais été la responsable, celle qui réparait tout, la fille invisible qui faisait tourner la machine pendant que tous les autres se permettaient de s'effondrer. Mais peut-être qu'être responsable ne voulait plus dire les sauver. Peut-être que ça voulait dire me sauver moi-même. Quelque part dans cette idée, sous le bourdonnement de la pluie de la ville, je l'ai senti. Le premier battement de quelque chose de dangereux et libérateur. Une décision se formant lentement et sûrement, comme l'accumulation d'une tempête. Et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti petite dans l'ombre de Sophie. Je me suis senti comme la lumière qu'elle aurait dû craindre depuis le début. Le jour du mariage est arrivé, gris et humide, le genre de matin à Portland qui semblait indécis, comme si même le ciel ne savait pas de quel côté il était. Je me suis réveillé tôt, sans le vouloir. Mon téléphone débordait de notifications, photos, tags, légendes pleines de cœurs et de hashtags, Sophie et Hissène pour toujours et Happy Ever After. J'ai fait défiler des visages souriants qui n'incluaient pas le mien. Maman avait l'air radieuse en bleu pâle, tenant le bouquet de Sophie sur une photo. Papa semblait fier, mais cette fierté paraissait jouée, son sourire crispé. Et Sophie, mon Dieu. Sophie semblait sortie d'un magazine de mariée, cheveux bouclés, peau lumineuse, bonheur manucuré à la perfection. J'ai lancé le téléphone sur le canapé et je me suis tenu près de la fenêtre. L'air sentait le béton mouillé. Quelque part au centre-ville, ils échangeaient leurs vœux. Je l'ai imaginé, maman pleurant, Sophie tremblant d'émotion, Hissène disant toutes les bonnes paroles avec tout le mauvais sens. J'aurais dû sentir de la rage, mais j'ai ressenti à la place une distance, comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre à travers une vitre. Pourtant, le silence dans mon appartement semblait trop fort. J'ai allumé la télé pour avoir du bruit, zappé, et je suis tombé sur un segment d'actualité locale qui montrait une couverture en direct du même lieu, le Rosé au Pavillon. J'ai presque ri. Bien sûr, le mariage de Sophie faisait la une. Chez les Donovan, on adore la mise en scène. Au début, tout semblait parfait, tente blanche, éclairage doux, quatuor à cordes en direct. Puis la caméra a tremblé en captant une agitation près du chapiteau de la réception. La voix d'une femme hors champ a dit « Quelqu'un se dispute ». Le clip s'est coupé. Je suis resté figé. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de « Je n'ai encore, Clear, tu vois ça ? Il se passe quelque chose au mariage. » Un autre est arrivé avant que je puisse répondre, il y a des photos partout sur Twitter. J'ai ouvert le lien qu'elle avait envoyé. La première photo m'a presque fait lâcher le téléphone. Yin, encore en smoking, avec la main dans les cheveux de Sophie, tirant sa tête en arrière pendant qu'elle criait. Les invités restaient figés, leur coupe de champagne arrêtée en plein air. L'image suivante montrait des gens courant dans tous les sens, le chaos se répandant comme de l'encre sur le décor parfait. J'ai fait défiler encore. Les commentaires tombaient comme de la poudre à canon. La violence captée en direct. Le marié devient faux à son propre mariage. Mais qui est ce couple ? Mon cœur battait fort. Je n'arrivais plus à respirer pendant une seconde. Pas parce que j'étais surprise, car je ne l'étais pas du tout. Je l'avais vu venir depuis le moment où j'avais croisé les yeux de Yin la première fois, la manière dont il parlait au-dessus de Sophie, corrigeait ses histoires, l'appelait « chérie », comme un ordre, pas comme une tendresse. Le téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché. J'ai hésité à ignorer, puis j'ai décroché. Sa voix était hystérique. « Clear, Dieu merci, où es-tu ? Sophie est blessée. Tout est foutu. Tu dois venir. » Je me suis appuyé contre le comptoir en fermant les yeux. « Pourquoi j'irais, maman ? Je n'ai même pas été invité. »« S'il te plaît, » sanglota TL. Elle a besoin de sa sœur. La police est là. Des journalistes. Mon Dieu, Clear, c'est partout. Je n'ai rien dit. J'entendais le chaos derrière elle, des pleurs, des cris, quelqu'un demandant des serviettes. La voix de maman s'est brisée. Là elle saigne. Il lui a tiré les cheveux si fort. Oh mon Dieu. Appelle une ambulance, ai-je dit froidement. Mais tu n'as pas besoin de moi pour ça. Et Clear, ne sois pas cruel. Je sais que tu es en colère, mais c'est ta sœur. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre de la cuisine, mon expression illisible. Oui, ai-je dit doucement. C'est ma sœur. Ça voulait dire quelque chose autrefois.
Je t'en prie, murmura maman, sa voix toute petite. Aide-nous à arranger ça. Arranger. Ce mot encore. Le verbe préféré de la famille. Chaque fois que tout s'écroulait, j'étais le ciment désigné. Payer les factures, garder la paix, tenir la ligne. Non, ai-je dit. Arrange-le toi-même. Tu voulais ce mariage parfait. Tu me voulais silencieuse. Tu as eu les deux. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de culpabilité. De détermination. L'heure suivante passa en fragments, extraits de journaux télé, photos, textos de cousins perdus de vue depuis des années. Tous voulaient des infos. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous et Sophie? Je les ai tous ignorés. Quand on a sonné à ma porte, j'ai sursauté. C'était Jeunet, trempé, essoufflé, son téléphone à la main. C'est grave, dit-elle en entrant. Très grave. La vidéo est virale. La moitié de la ville l'a vue. Elle m'a montré le clip de 40 secondes, filmé par un invité. La caméra captait Sophie riant de quelque chose, Yin se penchant, lui murmurant quelque chose de dur. Son sourire a vacillé. Elle a voulu s'éloigner. Il l'a attrapée par les cheveux, la tirant en arrière. Les invités ont halté. Maman, a-t-elle crié. La caméra a tremblé quand quelqu'un s'est interposé, puis la vidéo s'est arrêtée. Jeunet a baissé son téléphone. Ils disent qu'il était saoul, mais quelqu'un les a entendus se disputer avant. Apparemment, elle l'a accusé de la tromper. J'ai porté une main à mon front. Avec qui? Mais Kelsey, dit Jeunet doucement. La même femme du bar. J'ai senti la pièce basculer. Un lent vertige de déjà-vu. Bien sûr. Tout se bouclait. L'histoire de Sophie faisait toujours ça. Mais tu crois qu'elle le savait, ai-je demandé. Jeunet haussa les épaules. Peut-être. Peut-être qu'elle l'a découvert aujourd'hui. Les sirènes résonnaient au loin. Mon téléphone a vibré encore. Un nouveau message vocal de maman. Je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas pu. À la place, j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La pluie avait cessé, mais le ciel restait lourd. En bas, les lampadaires brillaient sur l'asphalte mouillé. J'ai pensé à Sophie, sa vie parfaite s'effondrant en direct, les caméras capturant chaque seconde. Pour une fois, les secrets familiaux n'étaient plus privés. Jeunet a rompu le silence. Ça va? J'ai hoché lentement la tête. Mieux que je ne devrais. Elle a hésité. Mais tu n'as pas l'air triste. Je ne le suis pas. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas si elle devait s'inquiéter ou m'admirer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis détourné de la fenêtre, mon reflet fendu dans le verre, moitié lumière, moitié ombre. Rien, ai-je dit. Pas encore. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Internet a explosé de spéculations. C'était de la drogue. Une crise de nerfs. Un montage. Chaque titre portait le nom de Sophie. Chaque photo montrait son humiliation. À 2 heures du matin, mon téléphone a vibré encore. Un message de papa, 3 mots seulement, elle est à l'hôpital. J'ai répondu, elle est vivante? Oui, commotion cérébrale. Il la garde en observation cette nuit. J'ai regardé le message jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Puis j'ai écrit, elle survivra. Elle le fait toujours. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir et je suis sorti sur le balcon. L'air était froid, humide, vif, avec l'odeur de la pluie. Au loin, une sirène s'est encore fait entendre, disparaissant dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti comme la responsable. Je me suis senti comme la témoin, la seule de la famille qui avait cessé de prétendre que tout allait bien. Quand le jour s'est levé, mon téléphone s'est encore illuminé. Des journalistes demandaient des réactions. Quelqu'un m'avait tagué dans une publication, la sœur de la mariée parle. J'ai presque ri. Ils pensaient que le silence était une faiblesse. Ils ne comprenaient pas que c'était une force. J'ai servi du café et je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville s'éveiller. Quelque part, ma famille s'écroulait exactement comme elle s'était cousue, fil par fil, mensonge après mensonge. Maman rappellerait. Sophie supplierait. Il voudrait que je nettoie encore,
que j'adoucisse l'histoire, que je fasse oublier tout ça. Mais je n'étais plus leur réparatrice. J'ai bu mon café et j'ai murmuré dans la pièce vide. Cette fois, c'est à eux de gérer leur propre désastre. Dehors, la ville était grise et froide, mais la lumière qui perçait les nuages ressemblait à quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Peut-être que c'était ça, la liberté. Pas de la joie, pas de la vengeance, juste la certitude tranquille que je ne leur devais plus rien. Le matin après le mariage ressemblait à un réveil après une tempête qu'on n'a pas survécu, mais qu'on devait quand même nettoyer. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, appels de numéros inconnus, messages de parents qui m'ignoraient depuis des années, messages vocaux commençant par la pitié et finissant par la culpabilité. À 8 heures, l'histoire était partout. Vidéo virale, le marié attaque la mariée pendant la réception. Famille sous le choc après un effondrement public à Portland. Et puis inévitablement, qui est la sœur qui a manqué le mariage? Mon nom n'était pas encore dans les titres, mais ce n'était qu'une question de temps. J'ai parcouru les sections de commentaires jusqu'à en haïr à nouveau l'humanité. Des inconnus débattaient de l'enfer privé de ma famille comme si c'était une série télé. Certains défendaient Sophie, d'autres la blâmaient. Un commentateur a écrit, peut-être qu'elle savait comment il était. Les gens se marient avec des signaux rouges tout le temps. J'ai refermé mon ordinateur et fixé le plafond. Entre la colère et l'engourdissement, j'ai réalisé que je n'étais pas surprise. La vie de Sophie avait toujours été une mise en scène. Construite sur des illusions, des jolies photos, des légendes arrangées, tout filtré. Il était logique que la vérité finisse par éclater devant une audience. À 10 heures, maman a rappelé encore. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un autre message vocal, la voix brisée par les larmes. Clear, ta sœur a besoin de toi. Viens à l'hôpital. Elle demande après toi. Peu importe ce qui s'est passé avant, ça ne compte plus. Elle a besoin de sa famille. J'ai effacé sans écouter la fin. L'hôpital était à 10 minutes. Je n'y suis pas allé. À la place, j'ai passé l'après-midi à marcher le long des quais. La ville était grise et lourde, les touristes se déplaçaient en troupeau, faisant semblant de ne pas sentir l'air saturé de rumeurs. La télé de chaque café repassait ce clip de 30 secondes du chaos du mariage. J'ai entendu des bribes de conversation en passant devant les gens. Cette pauvre fille, le marié avait l'air ivre, où étaient ses parents? Cette dernière question est restée dans ma tête. Où était-il? De retour dans mon appartement, j'ai finalement cédé et appelé papa. Il a décroché à la première sonnerie, sa voix sonnait plus vieille, fragile. Clear, dit-il, Dieu merci. Je n'ai pas perdu de temps en bavardage. Comment va Sophie? Là elle vivra. Quelques points de suture sur le cuir chevelu. Une légère commotion. Il a hésité. Là elle demande après toi. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Elle a fait une erreur, Clear, tu sais comme elle peut être impulsive. Yin est un monstre, mais ta sœur en paie le prix. J'ai fermé les yeux. Là elle a toujours été impulsive. Toi et maman l'avez juste laissé faire. Ne commence pas, dit-il à voix basse. Ta mère est détruite. La police appelle, les journalistes apparaissent à la maison. On ne peut pas gérer ça seul. J'ai presque ri. Vous avez tout géré sans moi parfaitement bien, tu te souviens? Je n'étais même pas invité. C'était la décision de ta mère, dit-il. Tu sais comment elle est. Oui, ai-je murmuré. Je sais. Le silence a rempli l'espace. La distance entre nous plus lourde que tout. Finalement, il dit, s'il te plaît, Clear, viens juste voir ta sœur. J'ai raccroché sans répondre. Cette nuit-là, le premier article de presse avec mon nom est apparu en ligne. Clear Donovan, architecte et sœur aînée de la mariée, remarquablement absente de la cérémonie. Il y avait une photo de moi, floue, découpée d'un événement professionnel. La légende disait, des sources familiales confirment une longue tension entre les sœurs. Je n'aurais pas dû être touché, mais je l'étais. Pas par l'exposition, mais par la facilité avec laquelle le monde croyait la version inventée de moi, froide, distante, implacable. Ils n'avaient aucune idée du nombre de fois où je les avais sauvés. Vers minuit, j'ai ouvert une bouteille de whisky que je gardais depuis ma dernière promotion. Dehors, la ville était silencieuse, sauf le bruit des voitures au loin. Je me suis servi un verre, assise sur le canapé, et j'ai ouvert mes vieilles boîtes mail.
Des dizaines de confirmations de paiement me fixaient. De l'argent que j'avais transféré à maman, à papa, à Sophie. Loyer, facture médicale, dépôt de mariage. Des petits morceaux de moi donnés pendant 8 ans. J'ai cliqué sur les reçus jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Chacun était un rappel. Non seulement il m'avait oublié, il m'avait utilisé. Quand mon téléphone a vibré encore, je l'ai ignoré. Puis les vibrations sont devenues des coups à la porte. Des coups urgents qui font accélérer le cœur. J'ai posé le verre et ouvert. C'était papa. Dans le couloir, plus petit que dans mes souvenirs. Sa veste trempée par la pluie fine, ses yeux rouges. « Tu ne répondais pas » dit-il. Je ne savais pas où aller. « Maman t'envoie » ai-je demandé, méfiante. Elle ne sait pas que je suis ici. Je me suis écarté. Alors entre. Il s'est assis sur le bord du canapé, serrant son chapeau des 2 mains. Le silence s'est étiré. Finalement, ta mère s'effondre. Elle ne mange plus, elle ne dort plus. Sophie refuse de porter plainte contre rien. Elle dit qu'elle ne veut pas lui ruiner la vie. Ma poitrine s'est serrée. Il l'a agressé, papa. Il a hoché la tête, misérable. Là elle dit qu'il regrette. Bien sûr qu'il disait ça. Toute la vie de Sophie reposait sur des pardons jamais mérités et des deuxièmes chances jamais gagnées. Là elle va retourner avec lui, pas vrai? Il n'a pas répondu. Ça suffisait. Je lui ai servi un verre d'eau et me suis assise en face de lui. Tu es venu pourquoi, exactement? Il a baissé la tête, honteux. Bon, on est noyé, clear. Les médias ne nous lâchent pas. Ta mère est terrifiée. On a besoin d'aide. L'aide, ai-je répété. Quel genre d'aide? Les avocats disent qu'on pourrait être poursuivi pour détresse émotionnelle. Le lieu exige qu'on paie les dégâts. Ta mère pense refinancer la maison. J'ai ri, sec, sans humour. Vous êtes incroyable. Il a sursauté. Je ne suis pas venu pour de l'argent. Alors pourquoi? Pour te demander de ne pas nous haïr. Sa voix s'est brisée sur ce mot. On a fait des erreurs, clear. Mais on reste une famille. Je l'ai fixé longtemps. Puis j'ai dit, tu veux le pardon avant même d'avoir gagné l'honnêteté. Il a cligné des yeux, perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais pour les comptes, le trust, l'argent que toi et maman avez pris à mon nom. Son visage est devenu livide. Ah comment tu sais? Peu importe, ai-je dit. Vous avez menti, papa. Pendant des années. Il s'est affaissé, la tête dans les mains. C'était l'idée de ta mère. Elle disait que c'était temporaire. On devait juste sauver la maison. Vous aviez des options, ai-je craché. Vous avez choisi celle qui m'a volé. Les mots sont restés suspendus entre nous. Il a levé les yeux, les siens pleins de larmes. On pensait que tu comprendrais. Je comprenais, ai-je dit doucement. Jusqu'à ce que j'arrête de comprendre. Il s'est levé lentement, les épaules affaissées. Je lui dirai de te parler. Mais ne rends pas ça pire. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte, chaque muscle tendu. Avant de partir, il s'est tourné. Tu es plus forte que nous tous, clear. Mais la force ne veut pas dire fermer la porte pour toujours. Je l'ai regardé dans les yeux. Peut-être que si. Quand il est parti, je suis resté sur le seuil, laissant entrer l'air froid. Mon cœur battait vite, mais pas de rage. De résolution. Ils avaient bâti leur mensonge sur l'idée que je pardonnerais toujours, que je protégerais toujours. Mais ils allaient découvrir ce qui se passe quand le filet de sécurité décide d'arrêter de rattraper ceux qui tombent. Le lendemain matin, j'ai ouvert un nouvel email pour quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Michael Gris, un avocat qui avait aidé mon entreprise à résoudre un litige compliqué. J'ai écrit une seule ligne avant d'envoyer, j'ai besoin de discuter d'une affaire légale personnelle concernant ma famille, urgent. Dehors, la ville se réveillait sous un autre ciel gris. J'ai inspiré profondément, pour la première fois depuis des semaines sans douleur. Pour la première fois, je n'attendais pas leur excuse. Je me préparais pour la justice. Michael Gris m'a reçu dans un café du centre 2 jours plus tard. Un endroit calme où les conversations d'affaires se mélangeaient au bruit des machines à expresso. Il était arrivé tôt, costume impeccable,
mèches argentées dans les cheveux qui le rendaient plus fiable que quiconque rencontré depuis des années. Quand je suis entré, il s'est levé, m'a serré la main fermement et a dit : « Vous avez l'air de quelqu'un qui a supporté beaucoup trop, depuis trop longtemps. » Je me suis assise avec un demi-sourire. « Vous n'avez pas idée. » On a commandé, café noir pour lui, plus fort pour moi. Quand la serveuse est partie, je lui ai tout raconté. Les années d'aide financière, la manipulation familiale, les faux documents découverts dans mon ordinateur. Je lui ai montré le dossier nommé « La vérité de Sophie ». Il a écouté sans m'interrompre, prenant des notes dans un carnet en cuir. Quand j'ai fini, le silence entre nous était plus lourd que la pluie dehors. Enfin, il dit : « Vous avez été la comptable, la thérapeute et le bouc émissaire de la famille. C'est une fiche de poste dangereuse. » Je n'ai jamais postulé, ai-je soufflé. Il a hoché la tête. Personne ne le fait jamais. Je lui ai remis la clé USB avec les copies des documents. Ils ont utilisé mon argent, Michael. Mon compte professionnel. Ils appelaient ça temporaire. Je ne savais même pas qu'ils avaient pris des prêts sur la maison. Il a étudié les fichiers sur sa tablette. J'ai vu beaucoup de cas d'abus financiers familiaux, mais ça a été prémédité. Ils ont créé des traces papier qui te font passer pour complice. Je l'ai fixé. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Ça veut dire que si tu n'agis pas la première, quelqu'un d'autre pourrait le faire. Ces mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Tu crois qu'il me retournerait ça dessus ? Il a esquissé un petit sourire sombre. Je crois que les gens font des choses désespérées pour protéger les mensonges sur lesquels ils ont bâti leur vie. Mon pouce est accéléré. Alors, quelle est la suite ? Il a tourné une page dans son carnet. On commence par les preuves. Tu as dit que tes parents ont refinancé la maison. Tu as signé quelque chose ? Non, mais ils ont utilisé mes virements pour payer. J'ai les reçus. Parfait, dit-il. On demandera une analyse forensique de ces transactions. Si l'argent venait de toi et a servi à obtenir des prêts supplémentaires, c'est du fraude. On peut construire à partir de ça. Fraude. Le mot sonnait à la fois effrayant et satisfaisant. Michael a fermé son carnet. Avant de déposer quoi que ce soit, je veux être sûr que tu es prête pour ce qui arrive. Une fois que ça commence, il n'y a plus de retour au dîner du dimanche et au silence poli. J'ai laissé échapper un rire sec. Ça s'est terminé le jour où ils ont envoyé des invitations de mariage à tout le monde sauf à moi. Il a souri légèrement. Bon point. La serveuse a posé nos cafés. L'odeur de café torréfié sombre a rempli l'air et m'a ancré dans l'instant. Michael s'est penché en avant. Voici la vérité, Claire. Des familles comme la tienne fonctionnent avec la culpabilité et la loyauté. Quand tu leur retires ça, elles s'effondrent. Es-tu prête à voir ça arriver ? J'ai baissé les yeux vers mes mains. Elles étaient stables, ne tremblaient plus comme avant. Elles se sont déjà effondrées. J'ai juste fini de faire semblant que ce n'était pas le cas. Il a hoché la tête, satisfait. Alors on commencera par une plainte pour exploitation financière. La loi de l'Oregon a des articles spécifiques pour ça, surtout quand ça implique des membres de la famille. Si on peut prouver l'intention et d'après ce que tu m'as montré, on le peut, tu récupéreras non seulement des dommages, mais tu laveras aussi ton nom. J'ai laissé échapper un lent soupir. Donc je ne serai plus seulement le bouc émissaire de la famille. Non, dit-il, tu seras la présidente. Quelque chose a changé en moi à ce mot. Pendant des années, j'avais nettoyé leur bazar. Maintenant, je pouvais transformer cette même précision en arme. Après notre rendez-vous, j'ai conduit jusqu'au quai. L'air sentait la pluie et le sel de la rivière Willamette. Je me suis garé, j'ai baissé les vitres et laissé le vent ébouriffer mes cheveux. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais éveillé. Mon téléphone a vibré avec un message de maman. Ta sœur est à la maison, elle veut te parler. Ne nous exclus pas, Claire. J'ai regardé le texto puis je l'ai supprimé. Certains ponts ne brûlent pas, on les démolit pour des raisons de sécurité. Ce soir-là, j'ai sorti tous les fichiers que je pouvais trouver, emails, virements, même des messages de maman me remerciant d'avoir payé les services. Je les ai organisés dans un dossier en étiquetant des onglets par année. Chaque page ressemblait à un clou de plus scellant le cercueil de la personne qu'on m'avait entraîné à être.
À minuit, Michael a appelé. Tu as une minute? Toujours, ai-je dit. J'ai revu plus de documents, dit-il. Il y a quelque chose d'étrange avec le prêt sur la valeur de la maison. Quel genre d'étrange? Il a été validé par Sophie. Elle a déclaré y vivre à plein temps, ce qu'elle ne fait plus depuis des années. Et les paiements du prêt coïncident presque exactement avec tes virements mensuels. Je me suis levé, le cœur battant. Ils utilisaient mon argent pour payer leur prêt illégal. Exactement. Ce qui veut dire que tu as financé un fraude sans le savoir. Mon silence a été tranchant. Donc tout ce que je leur ai envoyé faisait partie de leur couverture. On dirait bien, dit-il. Et il y a autre chose. Le transfert de l'acte montre Sophie comme cofiduciaire secondaire de la maison. Ça n'arriverait pas à moins que tes parents prévoient de lui donner la maison un jour. Je me suis affaissé sur le canapé. Donc la maison, celle que je les ai aidés à sauver toutes ces années, n'allait jamais être à moi. Pas même de près, dit-il doucement. Mais maintenant, ça peut devenir une preuve. Après avoir raccroché, je suis resté assise longtemps dans le noir, la ville dehors luisant faiblement, le bruit de la pluie revenant contre la vitre. Toute ma vie s'était construite autour de la responsabilité, me présenter, payer, me taire. Maintenant, la responsabilité voulait dire autre chose. Ça voulait dire la vérité, même si ça détruisait tout ce qui venait avant. Le matin suivant, j'ai imprimé chaque document que Michael avait signalé et j'ai conduit jusqu'à son bureau dans le Pearl District. Il m'a accueilli avec le même calme, étalant les papiers sur son bureau comme des pièces de puzzle. J'ai déjà vu la cupidité, dit-il. Mais ce que ta famille a fait est presque stratégique. Ils t'ont maintenu en croyant que tu les sauvais pour que tu ne réalises jamais qu'ils t'utilisaient. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Eh bien, eux aussi m'ont appris la stratégie. Il a souri légèrement. Bien, tu en auras besoin. J'ai déjà commencé à rédiger la plainte. Une fois déposés, ils seront notifiés sous une semaine. Et ensuite? Ils auront deux options, régler en silence ou se battre au tribunal. Dans tous les cas, la vérité sortira. J'ai senti une étrange calme s'installer en moi. Qu'ils se battent. Michael a fait glisser un stylo vers moi. Alors, rendons ça officiel. J'ai signé les papiers. Mon nom avait l'air différent à l'encre, plus net, plus audacieux, comme s'il appartenait enfin à quelqu'un qui connaissait sa valeur. En sortant de son bureau, les nuages se sont ouverts pour la première fois depuis des jours. Le soleil s'est répandu en fins rayons dorés, illuminant les rues mouillées. Je suis resté là un moment à respirer. Maman m'avait dit une fois que la loyauté familiale était la colle qui nous tenait ensemble, mais la colle, ai-je compris, ne tient ensemble que des choses déjà cassées. Et j'avais fini d'être l'adhésif pour les dégâts des autres. Quand je suis arrivé à ma voiture, Michael avait envoyé un texto. Garde ton téléphone près de toi. Les choses vont aller vite maintenant. J'ai regardé l'horizon de la ville encore une fois, ses bords nets contre le ciel dégagé. Pendant des années, ils avaient écrit l'histoire et j'étais la note de bas de page silencieuse. Plus maintenant. Cette fois, mon nom serait le titre. L'enveloppe était plus lourde que je ne l'imaginais, un épais manille avec le tampon, confidentiel, actif de la famille Donovan. Michael l'a glissé sur la table du café sans un mot. La pluie avait cessé dehors, mais des gouttes coulaient encore sur la vitre, comme si le ciel n'était pas prêt à lâcher prise. « Tu es sûr de vouloir l'ouvrir ici ?» demanda-t-il. J'ai tracé le bord du rabat, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai assez attendu. Quand je l'ai ouverte, je n'ai pas trouvé une fin. J'ai trouvé des preuves. La première page était un tableau, date, montant, numéro de compte. Michael s'est penché en avant, touchant une colonne avec son stylo. Voici tes virements, chacun d'eux. J'ai parcouru la liste, 8 ans de paiement de mon compte courant vers le leur, chacun étiqueté, soutien familial, paiement de prêt, ou, service. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu le total en bas, 84 000. Il est passé à la feuille suivante. Relevé bancaire. Maintenant regarde ici, dit-il. Ils ont créé un compte secondaire au nom de ta mère appelé « Réserve du Trust familial ». Devine à quoi ont servi ces paiements. J'ai regardé de plus près. Transfert d'hypothèque, paiement de prêt, achat dans des boutiques de luxe. Attends, ai-je dit lentement. Ils ont utilisé mon argent pour payer un prêt dont je ne connaissais même pas l'existence.
Il a acquiescé. Exactement. Ils ont pris un prêt sur la valeur de la maison en 2023 de 210 000 $, et les paiements correspondent presque parfaitement à tes virements mensuels. J'ai porté une main à mon front. Donc j'ai payé leur dette sans le savoir. La voix de Michael était calme mais tranchante. Ils l'ont caché derrière ta générosité. C'est de l'exploitation familiale classique, une manipulation financière déguisée en besoin. J'ai fixé le papier jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Toutes ces nuits d'heures sup, les vacances sautées, les choses auxquelles j'ai dit non pour pouvoir les aider, tout nourrissait un mensonge. Il a ouvert un autre dossier. Dedans, il y avait un document de transfert de propriété. Ça, dit-il, c'est l'acte de la maison. L'entête disait, transfert de propriété Trust familial Donovan. En dessous, le nom de Sophia apparaissait comme cofiduciaire, cosignataire et bénéficiaire éventuel. Ils ont transféré la propriété l'an dernier, dit-il, déposé discrètement via un avocat à l'Ecoswego. Je n'arrivais plus à respirer. Donc pendant qu'il prenait mon argent pour payer un prêt, il s'assurait aussi que je ne verrais jamais un centime de cette maison. Michael a hoché la tête une fois. Ils ont planifié ça, et d'après les signatures ici, ton père, ta mère et Sophie, ils étaient tous au courant. Le bruit du café s'est estompé, remplacé par les battements de mon cœur. J'ai regardé par la fenêtre, au-delà du store goûtant, les passants avec des parapluies. Aucun d'eux ne savait ce que ça fait de comprendre que toute ta famille a construit une maison avec ton argent et a enterré ton nom sous leurs mensonges. La voix de Michael a percé la brume. Il y a plus. Il a sorti une clé USB. J'ai trouvé ça dans le dossier étiqueté « Réunion septembre 2023 ». Ça ressemble à une conversation enregistrée. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Il l'a branché à son ordinateur portable et a appuyé sur lecture. Le son était étouffé au début. Tintement de verre, bourdonnement de voix. Puis je l'ai entendu. La voix de ma mère, calme, sûre. Si Clear découvre un jour, nous dirons que c'était un malentendu. Elle ne se battra pas contre nous. Elle ne le fait jamais. On a entendu des rires en arrière-plan, puis la voix de ma sœur, légère et fière. Elle est trop responsable pour faire un drame. C'est ça la beauté de tout ça. Quelque chose s'est brisé en moi, pas de la colère, mais de la clarté. 8 ans de silence se sont effacés dans une rupture nette. Michael a mis la pause sur l'enregistrement. Ça, Clear, c'est l'intention. C'est tout ce dont on a besoin. J'ai avalé ma salive. Je ne sais même pas quoi ressentir. Ça commence par du soulagement, dit-il doucement. Tu n'es pas folle. Je me suis adossé en respirant lentement. Les mots de ma mère résonnaient dans ma tête. Elle ne se bat jamais contre nous. Eh bien, ai-je dit à voix basse, elle va la prendre. Michael m'a observé un instant puis a hoché la tête. Bien, parce que demain nous déposons la plainte. Tu recevras les copies après qu'ils aient été notifiés. Après ça, tout ira vite. Je faisais tourner la clé USB dans ma main, ce petit morceau de plastique qui contenait 8 ans de tromperie. Qu'est-ce qui se passe après? Ils vont paniquer, dit-il. Ils vont essayer de te convaincre de te rétracter. N'interagis pas avec eux. Je ne le ferai pas. Il a souri légèrement. Je te crois. Quand nous sommes sortis du café, les nuages s'étaient épaissis à nouveau. J'ai marché jusqu'à ma voiture alors que les premières gouttes froides commençaient à tomber. Au moment où j'ai fermé la porte, il pleuvait à verse, la pluie martelant le toit, nettoyant la ville. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Numéro inconnu. Clear, je suis ta tante Hélène. Appelle-moi quand tu peux. Ton père a laissé quelque chose pour toi avant de tomber malade. Je pense qu'il est temps que tu le vois. J'ai regardé le message, mon pouce accélérant. Tante Hélène, la sœur de mon père, avait toujours été la spectatrice silencieuse, la seule à voir à travers le jeu de maman. Si elle avait quelque chose maintenant, ça voulait dire que d'autres vérités attendaient. J'ai conduit sous la pluie vers chez moi, les phares découpant le gris. Les rues brillaient comme des miroirs, le monde à l'envers et mouillé. Entre deux feux rouges, j'ai compris que je n'étais plus en colère. La colère était un feu. Ce que je ressentais maintenant, c'était de l'acier. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai servi du whisky et j'ai étalé les papiers sur la table de la cuisine. Chaque page racontait une histoire que ma famille avait passé des années à couvrir. Chaque mensonge aligné soigneusement,
preuve d'un schéma plus ancien que ce que j'avais imaginé. Mon téléphone a vibré de nouveau. Maman, cette fois. Je n'ai pas répondu. L'icône de la messagerie vocale a clignoté une fois, mais je l'ai ignorée. Je n'avais pas besoin d'entendre ses raisons. J'ai regardé les documents jusqu'à minuit, la ville bourdonnant derrière les vitres. Les mots de Michael résonnaient. Les familles comme la tienne fonctionnent avec la culpabilité et la loyauté. Quand tu leur retires ça, elles s'écroulent. J'ai respiré profondément et j'ai murmuré à la pièce vide. Alors qu'elle s'écroule. Dehors, un tonnerre a grondé au loin, bas et sûr, comme si le ciel était d'accord avec moi. Quand je suis enfin allé au lit, la clé USB était sur ma table de nuit, silencieux petit témoin attendant son jour au tribunal. La dernière pensée avant que le sommeil ne m'emporte était simple. Ils avaient passé des années à m'apprendre à être responsable, patiente et silencieuse. Maintenant, ils allaient découvrir à quoi ressemble la responsabilité quand elle se défend enfin. Je n'avais pas vu autant de Donovan dans une pièce depuis la fête de retraite de papa, celle où tout le monde avait porté un toast au nouveau projet créatif de Sophie, comme si je n'avais pas confirmé son bail juste quelques semaines avant. Maintenant, ils étaient réunis de nouveau, cette fois dans le salon de tante Hélène, buvant du café et faisant semblant de ne pas être curieux de pourquoi j'avais demandé une réunion familiale. La pièce sentait le citron ciré et la tension. Maman était assise raide sur le canapé, des perles autour du cou comme une armure. Sophie portait des lunettes de soleil énormes, même si le ciel était couvert. Papa évitait mon regard, étudiant le tapis comme si son motif pouvait expliquer tout ça. Tante Hélène se tenait près de la cheminée, calme et posée, la seule ici qui semblait vouloir la vérité plus que le confort. J'ai posé l'enveloppe brune sur la table basse. Avant de commencer, j'ai dit « Merci, tante Hélène, de nous recevoir. J'ai pensé que ce serait mieux de le faire dans un endroit neutre. » Maman a ricané doucement. « Qu'est-ce que c'est, Clear ? Une embuscade ? » Non, ai-je dit. C'est une intervention. Mais pas du genre auquel vous êtes habitué. Hélène a toussé légèrement. Laisse-la parler, Margaret. J'ai ouvert l'enveloppe et étalé les documents sur la table, relevé bancaire, email, transfert de propriété, tout bien organisé. Voici les traces de chaque dollar que je vous ai envoyé pendant les 8 dernières années. Hypothèque, frais médicaux, prêts jamais remboursés. Sophie s'est agitée sur son siège. Qu'est-ce que ça prouve ? Patience, ai-je dit en glissant une autre page. Voici le prêt sur valeur de la maison que vous avez pris l'année dernière, 10 000 dollars. Confirmé par toi, Sophie. Elle a cligné des yeux, surprise. Quoi ? Non, ce n'est pas. C'est réel, les jeux coupés. Tu as signé comme résidente de la propriété, alors que tu n'y vivais pas. Et les paiements ? J'ai montré les lignes surlignées. Correspondent à l'argent que j'envoyais chaque mois. En gros, j'ai payé ton fraude. La pièce est restée silencieuse, sauf pour le tic-tac de l'horloge. Papa a levé les yeux, la voix tremblante. Clear, non. Oui, a dit sèchement tante Hélène. Je veux entendre ça. Le visage de maman est devenu rouge. Tu n'as aucune idée de ce qu'on traversait. Tu crois que c'est facile de maintenir une famille à flot ? J'ai ri doucement. Tu ne maintenais rien à flot, maman. Tu faisais des trous dans le bateau et tu me demandais d'apporter des seaux. Sophie a relevé ses lunettes sur sa tête, les yeux écarquillés. Tu ne comprends pas. Ce n'était pas à propos d'argent, mais de sauver la maison. De quoi, ai-je demandé. D'être à ton nom alors que j'étais la seule à vraiment la payer. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. Tante Hélène a pris une page et l'a lue en plissant les yeux. Et ici, il est écrit que vous avez transféré l'acte au trust familial Donovan avec Sophie comme cofiduciaire. Quand c'est arrivé ? Maman semblait sur le point de s'effondrer. Ton père et moi pensions que ce serait mieux pour la famille. Sophie a des enfants. Elle avait besoin de stabilité. Et moi, non, ai-je coupé. Vous avez récompensé la fille qui a créé le chaos et puni celle qui l'a nettoyé. La voix de maman s'est élevée, brisée. Ne me parle pas comme ça, Clear. Tout ce qu'on a fait, c'était par amour. Non, ai-je dit d'un ton ferme. C'était par commodité. Un silence lourd a rempli la pièce. Puis Hélène a reposé les papiers et a fixé maman droit dans les yeux. Margaret,
tu as falsifié ces transferts. Maman s'est hérissée. Bien sûr que non. Elle n'avait pas besoin de le faire, ai-je dit. Elle m'avait entraîné à signer tout ce qu'elle me demandait. Je lui faisais confiance. Je vous faisais confiance à tous. Sophie s'est essuyé les yeux, son mascara coulant. Claire, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne savais pas tout. Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas savoir, ai-je demandé doucement. Elle a tremblé. Papa a enfin parlé, sa voix presque un murmure. Peut-être qu'on est allé trop loin. On voulait juste protéger ce qui était à nous. Ce qui est à vous, ai-je demandé. Cet argent venait de moi, de mon travail, de mes heures sup, de ma vie. Vous n'avez rien protégé. Vous avez volé et donné. Hélène s'est approchée de moi et a posé une main sur mon épaule. Montre-leur le reste. J'ai sorti la clé USB et je l'ai posée à côté des papiers. C'est un enregistrement de septembre dernier, une réunion entre maman, Sophie et Yann. Maman s'est raidie. Tu n'avais pas le droit. Je ne l'ai pas enregistré, ai-je dit. C'est leur avocat qui l'a fait. C'était dans les dossiers qu'ils ont essayé de cacher. Hélène m'a fait un signe de tête. Lance-le. J'ai branché la clé à mon ordinateur. Les haut-parleurs ont rempli la pièce du son des verres qui tintaient et de conversations basses. Puis la voix de maman a émergé, claire et tranchante. Si Claire découvre un jour, nous dirons que c'était un malentendu. Elle ne se battra pas contre nous. Elle ne le fait jamais. La pièce s'est figée. La main d'Hélène s'est resserrée sur mon épaule. Margaret, dit-elle lentement. C'est bien ta voix, n'est-ce pas? Les lèvres de maman ont tremblé. J'ai été sorti de mon contexte. Sophie a chuchoté, oh mon Dieu. J'ai mis la lecture en pause. Vous ne pensiez pas que je vous affronterais un jour, mais vous aviez tort. Le visage de maman s'est froissé. Tu es en train de détruire cette famille, Claire. Je me suis penché en avant, croisant son regard. Non, maman, je révèle sur quoi elle a été construite. Des mensonges, de la manipulation et de la culpabilité. Papa a essayé de parler encore, mais Hélène l'a arrêté. Robert, ne fais pas ça. Tu as laissé ça durer trop longtemps. Il nous a regardés tour à tour, vaincus. Qu'est-ce que tu veux de nous, Claire? De la responsabilité, ai-je dit simplement. Et un peu d'honnêteté. Pour une fois. Il s'est tourné vers les autres. Là, elle a raison. Tout le monde a profité d'elle. Je l'ai vue il y a des années et j'aurais dû dire quelque chose. Alors maman a couvert son visage de ses mains, les épaules tremblantes. On pensait qu'elle nous pardonnerait. Elle pardonne toujours. Pas cette fois, ai-je dit doucement. Sophie s'est levée brusquement et a fait les 100 pas. Tu ne comprends pas. C'est moi que tout le monde s'attend à voir échouer. Toi, tu es la forte, l'intelligente. Je l'ai coupé. Ce n'est pas une excuse. C'est un rôle que tu as joué jusqu'à ce qu'il devienne une identité. Elle s'est arrêtée. Des larmes coulaient sur son visage. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Moi non plus, ai-je dit. Un instant, la pièce est redevenue silencieuse. Puis Hélène est allée vers le comptoir de la cuisine, s'est servie du café et a dit calmement. Je pense qu'on a assez fait semblant pour toute une vie. Maman a levé les yeux, rouge. Et maintenant? J'ai ramassé les papiers et les ai glissés de nouveau dans l'enveloppe. Maintenant, je laisse la loi trancher. Sa voix s'est brisée. Tu ferais un procès à ta propre famille. C'est déjà fait, ai-je dit. Ils n'ont juste pas encore été notifiés. Le son qui a suivi a été le léger tintement de porcelaine quand Hélène a reposé sa tasse. Sophie s'est laissée retomber sur sa chaise, en murmurant. Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai regardé dans les yeux. C'est toi qui l'as fait quand tu as signé ces papiers. Je me suis levé, l'enveloppe sous le bras. Pendant des années, vous m'avez fait croire que l'amour voulait dire sacrifice. Mais j'ai enfin appris quelque chose. La voix de maman n'était plus qu'un souffle. À quoi donc? Que l'amour sans respect n'est que du contrôle. Quand je suis sorti, l'air dehors semblait électrique, chargé, vivant, presque propre. Des nuages de pluie s'amoncelaient de nouveau au-dessus des chutes, mais pour une fois, je m'en fichais. En arrivant à ma voiture, mon téléphone a vibré.
Un message de Michael. Le bureau du procureur vient d'appeler. Ils ouvrent une enquête officielle. J'ai regardé une dernière fois la maison, les silhouettes bougeant derrière les rideaux. Le vent m'a fouetté le visage, frais et tranchant. Bien, ai-je soufflé. Que la vérité ait son tour. La salle d'audience sentait le papier et le désinfectant, ce genre d'odeur stérile qui fait que même la vérité paraît procédurale. Maman était à la table de la défense, tailleur bleu marine, perle au cou comme un déguisement de décence. Sophie était assise à côté d'elle, pâle mais soigneusement arrangée, le mascara posé sur l'insomnie. Papa était derrière elle, les mains nouées, les yeux creux. Michael s'est penché vers moi et a soufflé. Respire profondément. Tu n'es pas là pour gagner une dispute. Tu es là pour leur montrer ce qu'ils ont fait. J'ai hoché la tête, en regardant la juge. Une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés et aux yeux qui semblaient avoir vu toutes sortes de drames familiaux. Sa plaque disait « Honorable Sandra Martinez ». Elle nous a regardés comme si elle savait déjà que ce ne serait pas simple. Audience ouverte, dit le greffier. Affaire numéro 24 à 3097. Donovan contre Donovan. L'entendre à voix haute était irréel. Mon nom contre mon propre nom. Michael s'est levé le premier. À votre honneur, commença-t-il d'une voix calme et claire, ce n'est pas une histoire de rancune familiale. C'est une affaire d'exploitation financière. 8 ans de tromperie délibérée, déguisée en amour. Maman s'est tortillée, mal à l'aise. Sophie a fixé la table. Michael a continué à poser les bases, mes virements, le prêt frauduleux, les documents du trust. Ma cliente n'a pas seulement été généreuse, dit-il. Elle a été trompée. Son soutien financier a servi à maintenir une dette qu'elle n'a pas consentie et à financer des actifs dont elle a été délibérément exclue. L'avocat de la défense, un certain Carmichael, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, s'est levé doucement. Votre honneur, c'est un malentendu tragique entre proches. Il n'y a pas eu d'intention criminelle, seulement des incompréhensions et de bonnes intentions qui ont mal tourné. La juge Martinez a levé un sourcil. Je jugerai des intentions, maître. Continuez. La première heure a passé dans une brume de chiffres et de paperasse. Chaque document que j'avais signé par obligation était maintenant projeté à l'écran, reçu, virement, échange de mets qui ressemblaient à des aveux. Chaque miette menant à une vérité que je connaissais déjà. Quand vint le tour de maman de témoigner, elle s'est avancée vers la barre avec une lente dignité. Le menton haut, des larmes parfaitement minutées. Madame Donovan, dit Michael, avez-vous autorisé l'utilisation des fonds de votre fille pour les dépenses du foyer? Oui, dit-elle doucement, mais seulement parce qu'on traversait une période difficile. Elle a proposé d'aider. Et quand avez-vous pris le prêt sur la valeur de la maison? Elle a hésité. C'était pour sauver la maison. Pour la famille. Michael a hoché la tête en tournant une page. Vous avez dit à votre avocat l'an dernier que votre fille Sophie y vivait à plein temps. Était-ce vrai? La voix de maman a vacillé. Pas techniquement. Pas techniquement, répéta-t-il. Mais vous avez signé sous serment. Carmichael est intervenu, objection. Harcèlement. Rejeté, dit la juge. Répondez à la question, Madame Donovan. Les mains de maman tremblaient. Je voulais seulement protéger notre foyer. La voix de Michael est restée ferme. En transférant la propriété dans un trust qui excluait la fille qui l'a payée. Les yeux de maman ont cherché les miens, désespérés. Mais elle avait sa propre vie, son propre appartement. Elle n'avait pas besoin de la maison. Les mots ont claqué comme une gifle. Je l'ai observée, me demandant si elle s'entendait. La même femme qui m'avait appris que l'amour veut dire donner admettait maintenant qu'elle avait pris parce qu'elle pensait que je n'en avais pas besoin. Michael a fait un signe bref. Pas d'autres questions. Quand Sophie a pris la barre, elle avait l'air fragile dans sa robe bleu marine, les yeux rougis. Mademoiselle Donovan, commença Michael, vous avez confirmé le prêt. C'est exact? Elle a hoché la tête. Papa me l'a demandé. Il a dit que c'était une formalité. Et vous saviez que les fonds de votre sœur servaient à payer ce prêt? Non, je. Elle s'est arrêtée pour s'essuyer les yeux. Je n'y ai pas pensé. Michael a laissé le silence s'installer. Mais vous avez signé des documents affirmant contribuer financièrement. Je pensais aider, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas les décevoir.
Vous ne vouliez pas les décevoir, répéta-t-il doucement. Même si cela voulait dire trahir la personne qui les tenait à flot. Sophie a éclaté en larmes. La juge Martinez observait en silence, prenant des notes. Puis ce fut le tour de papa. Son témoignage fut le plus dur à entendre, non pas parce qu'il mentait, mais parce qu'il ne l'a pas fait. Monsieur Donovan, dit Michael avec douceur. Saviez-vous que votre épouse et votre fille ont utilisé les fonds de Claire pour garantir ce prêt? Papa a hésité, puis a hoché la tête. Oui. En avez-vous informé Claire? Non. Pourquoi pas? Sa voix s'est brisée. Parce qu'elle aurait dit non. Michael s'est renversé légèrement. Donc vous saviez que c'était mal. Je savais que c'était nécessaire, a murmuré papa. La juge a griffonné quelque chose. Pour la première fois de la matinée, j'ai vu son front se plisser. Après une courte pause, Michael m'a appelé à la barre. Mes paumes étaient moites, mais ma voix était ferme. Mademoiselle Donovan, dit-il, pourquoi avez-vous intenté cette action? J'ai regardé ma famille avant de répondre. Parce que l'amour ne devrait pas signifier la faillite. Parce que le silence n'est pas de la loyauté, c'est de la reddition. Il a hoché la tête. Aviez-vous l'intention de récupérer l'argent? Je voulais seulement la vérité, ai-je dit. Mais la vérité a toujours un prix. Car Michael s'est levé pour le contre-interrogatoire. Mademoiselle Donovan, vous vous décririez comme proche de votre famille. Un jour je l'ai dit, avant de me rendre compte que cette proximité était conditionnelle. Il a souri finement, et pourtant vous avez continué à leur donner de l'argent. Ça n'implique pas de sentiment. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ça implique de la confiance. Ils ont utilisé ça comme une arme. Car Michael a hésité, cherchant un appui. Donc, il s'agit de punition? Non, ai-je dit calmement. Il s'agit de limites. Celles qu'ils n'ont jamais respectées. Même le stylo de la juge s'est arrêté un instant. Quand le témoignage s'est terminé, la salle semblait vidée. L'air était lourd de tout ce qui n'avait pas été dit, des années de manipulation, de culpabilité, d'excuses silencieuses qui n'étaient jamais venues. La juge Martinez a joint ses mains. J'ai examiné les preuves. Il est clair que cette famille a été impliquée dans une fraude financière qui va bien au-delà d'un simple malentendu. Elle a regardé maman, puis Sophie. Vous avez accepté une aide financière sous de faux prétextes, vous avez caché des dettes et transféré des biens sans le révéler. Les lèvres de maman ont tremblé. Sophie semblait prête à disparaître. Le tribunal statue en faveur de la plaignante, dit la juge. Mademoiselle Donovan, vous obtenez 5 000 $ en restitution et en frais d'avocat, et l'acte de propriété de la maison doit être rétabli sous votre seule possession. Les mots ont résonné dans mes oreilles, fermes et définitifs. Restitution, propriété, vérité. Maman a laissé échapper un souffle choqué. Sophie s'est couvert le visage. Papa fixait le sol. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas sentie victorieuse. Ce que j'ai ressenti, c'était de l'air. Propre, froid, rempli de l'espace où la culpabilité vivait autrefois. Quand nous avons quitté la salle, les journalistes se pressaient sur les marches, criant des questions. Michael m'a guidé à travers eux, sa main ferme sur mon bras. Un journaliste a crié, « Claire, avez-vous une déclaration pour votre famille ?» Je me suis arrêté une seconde. Je me suis tourné vers les caméras qui clignotaient. J'espère qu'ils apprendront ce que j'ai appris, ai-je dit. Que la paix construite sur des mensonges ne dure pas. Michael s'est penché. Ça sera dans tous les titres demain. Je sais, ai-je dit. Moi. Quand je suis arrivé à ma voiture, le ciel s'était dégagé. La lumière du soleil se répandait sur le bitume mouillé, se reflétant dans les flaques comme des miroirs. Mon téléphone a vibré. Un message de ma tante Hélène. Ton père a laissé autre chose dans le coffre de la banque. Viens me voir. J'ai regardé le message, puis le tribunal derrière moi. Le bâtiment se dressait haut et gris, ses marches brillant comme de la pierre neuve après la pluie. Pour la première fois, je ne me suis pas senti comme la réparatrice de la famille ou la fille oubliée. Je me suis senti comme la femme qui avait enfin dit la vérité et survécu. Ma tante Hélène vivait dans un quartier tranquille près du Holmetre district de Ben, dans une petite maison blanche aux volets bleus qui sentait toujours le cèdre et le café. Quand je suis arrivé dans son allée,
La lumière du soir était douce et chaude, découpant les arbres comme dans un souvenir que j'avais oublié de regretter. Elle m'a accueilli à la porte avant même que je frappe. « Tu as l'air plus mince », dit-elle en me tirant dans une étreinte qui a duré une seconde de trop. « Je me sens plus légère », ai-je dit. « Ce n'est pas pareil, mais presque. » Elle a souri. « Tu as toujours porté le poids des autres. » Dedans, son salon était rangé mais vivant. Des étagères de vieux livres, des photos de famille d'un temps où les choses n'étaient pas encore compliquées. J'ai remarqué une photo encadrée de mon père jeune, en uniforme, souriant comme quelqu'un qui n'avait pas encore appris à casser ce qu'il aimait. Elle a désigné la table de la cuisine. « C'est là, dit-elle. Ce que ton père t'a laissé. » Une petite boîte ignifugée reposée au centre, du genre qu'on trouve dans un bureau d'avocat ou dans un coffre de banque. Elle m'a tendu la clé. Il m'a demandé de la garder il y a des années. Il a dit que c'était pour quand Clear aurait besoin de savoir la vérité. Je ne l'ai pas ouverte. J'ai pensé que ce devait être ton choix. Ma gorge s'est serrée. Quand te l'a-t-il donné? L'été 2022. Juste avant le divorce de Sophie. Elle a servi du café pour nous deux, puis s'est assise en face. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle portait quelque chose de plus lourd que la culpabilité. J'ai regardé la boîte. Tu n'as vraiment pas jeté un coup d'œil? Elle a souri légèrement. J'ai été tenté, mais j'ai pensé que ce qui était dedans devait attendre son moment. J'ai tourné la clé. La serrure s'est ouverte avec un petit souffle métallique. Dedans, des enveloppes soigneusement empilées, un carnet en cuir et une clé USB. La première enveloppe était étiquetée de l'écriture de papa, pour Clear. Je l'ai ouverte lentement, dépliant une lettre écrite d'une main tremblante. Clear, si tu lis ça, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire moi-même. Tu as toujours été la forte, celle qui nous sauvait quand nous ne le méritions pas. Ta mère et moi avons fait de grosses erreurs et je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi. Peut-être de l'orgueil, peut-être de la peur, mais je sais que tu as porté le poids de chacune de nos mauvaises décisions. Il y a un deuxième compte à First Ben Savings à ton nom. Je l'ai ouvert il y a des années après avoir vu combien tu sacrifiais. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à toi. Réel, honnête, gagné, sans condition. Considère-le comme un début vers quelque chose de mieux que tout ça. Je suis désolé pour ce que nous avons fait, ce que je n'ai pas arrêté, de t'avoir regardé t'enfoncer au nom de la famille. Papa. Je l'ai lu 2 fois avant de me rendre compte que je pleurais. Pas un chagrin, mais un soulagement silencieux. Hélène a tendu la main et a serré la mienne. Ce n'était pas un homme cruel, Clear. Juste faible. Je sais, ai-je chuchoté. C'est ça qui fait le plus mal. Le carnet en cuir venait ensuite. Il était rempli de notes financières, de relevés bancaires et de pensées griffonnées. Sa propre version d'une confession. Il avait tout documenté, le plan de refinancement, la façon dont maman l'avait convaincu que ce serait temporaire, la lente dérive de la justification vers le mensonge. Puis j'ai trouvé autre chose. Une impression d'un email daté de 3 semaines avant le mariage de Sophie. De maman à son avocat. Finaliser les documents du trust avant la cérémonie. Nous annoncerons le transfert après le nouvel an. Clear ne s'y opposera pas. Elle ne le fait jamais. Hélène s'est penchée quand je l'ai lu à voix haute. Mais elle a vraiment écrit ça? J'ai hoché la tête. Elle n'a jamais pensé que je me défendrais. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai regardé les pages puis elle. Rien de légal. Le tribunal a fait son travail. Ça, c'est juste la preuve que je n'étais pas folle. Elle a souri doucement. Parfois, c'est tout ce qu'est la justice. Être cru. Nous sommes restés là un moment en silence, la fin d'après-midi glissant dans une lumière dorée. Finalement, Hélène a dit. Il t'a laissé autre chose? Elle a désigné la clé USB. Je ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais il a dit que ça t'aiderait à comprendre. Je l'ai branché à mon ordinateur portable. Un fichier vidéo est apparu, daté du 28 décembre 2024, 3 jours avant le mariage de Sophie. Quand j'ai appuyé sur lecture, le visage de mon père a rempli l'écran. Il était assis dans son atelier avec cette vieille chemise à carreaux que j'adorais lui voler. « Bonjour, Clear », dit-il avec un sourire maladroit. « Si tu vois ça, c'est sûrement que les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Je voulais t'expliquer certaines choses avant que tu les entendes par les autres. » Il a soupiré en se frottant le front.
Ta mère prépare depuis des mois le transfert de la maison à Sophie. J'ai essayé d'arrêter, mais je n'ai pas assez lutté. Tu me connais. Le conflit n'a jamais été mon fort. Il a levé les yeux vers la caméra, les yeux brillants. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne t'ai jamais vu seulement comme la responsable. Tu étais le cœur de cette famille, même quand nous ne le méritions pas. Si on te perd, c'est ma faute. Il a marqué une pause, avalant sa salive. J'ai ouvert ce compte parce que je voulais que tu aies quelque chose qui soit vraiment à toi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Peut-être qu'un jour tu nous pardonneras, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vivras libre de nous. Ne laisse pas nos erreurs devenir ton héritage. La vidéo s'est arrêtée là. Juste une image figée de lui, assis dans cet atelier calme, entouré d'outils, de sueurs et de regrets. Les yeux d'Hélène étaient humides quand j'ai levé la tête. Il était sincère, tu sais? Je crois que oui, ai-je dit. Nous sommes restés en silence un moment. L'horloge faisait tic-tac doucement dans le coin, ce genre de son qui d'habitude m'angoissait, mais qui maintenant semblait constant, comme quelque chose qui avançait au lieu de tourner en rond. Quand je suis finalement sorti de chez Hélène, le soir tombait sur les arbres. L'air était frais, le ciel rayé d'un orange qui s'effaçait. Elle m'a accompagné jusqu'à la porte et m'a encore serré dans ses bras. « Mais tu as fait ce qui est juste », a-t-elle dit. « Parfois, ça ne donne pas cette impression. »« Alors ça veut dire que tu l'as vraiment fait », a-t-elle souri. « Ce qui est juste ne semble jamais facile. » Sur le chemin du retour vers Portland, j'ai pensé à cette vidéo, à la façon dont mon père regardait la caméra comme s'il parlait à un fantôme. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas en train d'avouer pour se soulager, il était en train de me donner la permission d'arrêter de porter leur culpabilité. Quand je suis rentré, je me suis connecté à la banque qu'il avait mentionnée. Le compte existait vraiment, petit, mais intact. Ce n'était pas pour l'argent, c'était la preuve qu'il m'avait vu. Peut-être trop tard, mais quand même, pour la première fois depuis des années j'ai dormi sans me réveiller à 3 heures du matin en pensant à ce que je devais à quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai appelé Michael pour lui parler de la boîte. Il a écouté en silence. « Mais tu n'es pas obligé de partager tout ça », a-t-il dit. « L'affaire est close. »« Je sais », ai-je dit. « Mais ce n'est peut-être pas une question d'obligation. » Il a hésité. « Mais tu penses le dire à quelqu'un ? » ?»« Pas à maman, pas encore. Mais Sophie mérite de connaître la vérité. La vraie. Pas juste les gros titres. » Il a soupiré. « Mais tu es plus courageuse que moi. » « Peut-être, ai-je dit, ou peut-être que j'ai arrêté d'avoir peur du prix de l'honnêteté. » Après avoir raccroché, j'ai écrit une lettre à Sophie. Je ne l'ai ni défendue ni condamnée. Je lui ai juste raconté ce que papa avait dit, que l'amour sans respect est du contrôle, et qu'elle mérite de construire mieux que ce qu'on a hérité. J'ai mis une copie de sa note à l'intérieur et je l'ai envoyée à son appartement. Quand le soleil s'est couché ce soir-là, j'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Pas une victoire, pas un pardon exactement, mais une paix en forme de distance. Pour une fois, je ne maintenais pas la famille soudée. Je la laissais s'écrouler comme il fallait pour que chacun puisse recommencer, séparément, avec honnêteté. 1 an plus tard, je me suis réveillé au son de la pluie sur les vitres, une pluie douce et rythmée qui rend tout meilleur. L'horloge de ma table de nuit indiquait 8 heures. C'était le jour du Nouvel An. L'ironie ne m'échappait pas. L'année dernière, à cette heure-là, ma famille fêtait le mariage de Sophie et moi j'étais seul à la maison, me sentant comme la fille jetable. Maintenant, la maison qui était autrefois leur trophée était tranquillement à mon nom, et pour la première fois de ma vie je ne devais rien à personne. L'air sentait légèrement le café et le cèdre à cause de la bougie qui brûlait dans la cuisine. J'ai marché pieds nus sur les planchers en bois que j'avais moi-même restaurés le printemps dernier. Les murs étaient plus clairs maintenant, plus jaunâtres au goût de ma mère, mais peints en blanc chaud, propre et ouvert. J'avais vendu la moitié des meubles et donné le reste. La maison ressemblait enfin à celle de quelqu'un qui avait cessé de s'excuser d'occuper de la place. Sur le comptoir de la cuisine, il y avait une petite pile de courrier. La lettre du dessus venait des services familiaux du comté de Jefferson, une mise à jour sur la garde de Sophie. J'étais devenu le contact d'urgence pour Emma et Lucas après la maladie soudaine de leur père l'automne dernier. La lettre disait que les 2 enfants allaient très bien à l'école et que Sophie avait terminé son programme de sobriété. Je l'ai reposée avec soin, un petit soulagement silencieux me réchauffant la poitrine.
J'ai servi du café et je me suis tenu près de la fenêtre, en regardant la pluie glisser sur le verre. Une seule notification de texto brillait sur mon téléphone. Bonne année, Clear. Merci pour la lettre. Je vais mieux. Les enfants te manquent. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas non plus un pardon. C'était quelque chose entre les deux, une trêve peut-être. Et c'était suffisant. À 9h j'étais déjà habillé pour mon service à l'ONG du centre-ville. Après tout ce qui était arrivé, j'avais commencé à faire du bénévolat pour l'initiative de justice financière de Portland, un petit programme qui aide des adultes à se remettre d'abus financiers familiaux. J'y avais parlé une fois en pensant que ce serait juste une intervention, mais en voyant les visages du public, des hommes et des femmes pressés jusqu'à l'os par leurs proches, je n'ai pas pu tourner le dos. En quelques mois, on m'a proposé un poste à temps partiel pour coordonner des ateliers de reconstruction. C'était le genre de travail qui te soigne pendant que tu aides les autres. Le bureau était calme quand je suis arrivé. Quelques collègues m'ont fait signe pendant que je glissais dans la salle de conférence où un nouveau groupe de soutien commençait. 20 personnes étaient assises en cercle, tenant des tasses de café et des carnets. Certains semblaient en colère, d'autres vides. Je me suis reconnu en chacun d'eux. Je me suis levé, j'ai souri doucement et j'ai commencé. Je m'appelle Clear. Je pensais autrefois qu'aider voulait dire donner jusqu'à ne plus rien avoir, mais la vérité, c'est que l'amour sans limite devient une permission. Et quand tu cesses d'être la banque de la famille, tu redeviens une personne. Quelques personnes ont hoché la tête. Une femme s'est essuyé les yeux. J'ai continué en racontant des morceaux de mon histoire. Pas la version des tabloïds, pas le drame du tribunal, mais la vérité silencieuse sur la culpabilité, la loyauté et le courage qu'il faut pour se choisir. Quand j'ai fini, un homme de l'autre côté du cercle a levé la main. Alors, qu'est-il arrivé à ta famille, a-t-il demandé. J'ai souri légèrement. Ils ont appris à vivre dans leurs moyens et moi, j'ai appris à vivre sans leur approbation. La salle est restée silencieuse un instant. Puis un petit rire a parcouru le groupe. Le genre de rire qui dit « on comprend ». Après la séance, pendant que je rangeais mes affaires, une voix familière a parlé depuis la porte. C'était beau. Je me suis tourné et j'ai vu Michael appuyé contre l'embrasure, tenant 2 cafés. Il avait l'air différent, détendu, moins comme un homme qui porte les secrets des autres pour vivre. Je ne m'attendais pas à te voir ici, ai-je dit en souriant. Il m'a tendu une tasse. J'avais une réunion pas loin. Je voulais voir comment allait ma cliente préférée. J'ai pris une gorgée. Tu es en retard pour ce titre. Je me suis retiré du drame il y a un moment. Il a souri. Je le croirai quand j'arrêterai de recevoir des alertes actus sur toi, citées dans des articles de défense. Je dis juste ce que ceux qui ne demandent pas à ma mère disent, ai-je répondu. Il a hoché la tête, approbateur. Progrès. Nous sommes sortis ensemble. La ville était encore humide de la pluie du matin. Il a regardé le ciel, puis moi. Tu penses parfois à la suite, après tout ça? J'y ai réfléchi. Avant, je pensais que la suite voulait dire les réparer, prouver quelque chose. Maintenant, je crois que ça veut juste dire la paix. Il a souri. La paix te va bien. À midi, les nuages commençaient à se déchirer. La lumière du soleil passait à travers le gris, illuminant les rues, faisant tout briller. J'ai conduit jusqu'à chez moi, radio éteinte, laissant le silence remplir la voiture. Quand je suis entré dans l'allée, une petite berline bleue était garée au bord du trottoir. Un instant, je me suis figé, puis je l'ai vue. Sophie se tenait sous la bruine, tenant un carton. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, plus âgée aussi, mais ses yeux étaient solides. « Salut », dit-elle doucement quand je suis sorti. « Salut », ai-je répondu. « Je ne voulais pas venir sans prévenir », dit-elle en regardant vers le porche. « Mais je me suis dit que tu serais chez toi aujourd'hui. »« Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» Elle a baissé les yeux puis me l'a tendu. « Les affaires de papa. Je les ai trouvées quand maman a déménagé dans son nouvel appartement. Il y a des trucs de la maison, de vieilles photos, la montre que tu lui as donnée. » J'ai pris la boîte. « Merci. » Nous sommes restés là en silence, la pluie comme une fine brume sur nous. Finalement, elle a dit « J'ai vu ton interview le mois dernier, celle sur la reconstruction financière. » Ah. Tu as dit quelque chose sur le fait que les limites sont une forme d'amour.
Je ne l'ai pas compris à ce moment-là, mais... Elle a levé les yeux, brillants. Je crois que maintenant, si. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête. Elle a pris une grande inspiration. Je suis désolé, Clear. Pour tout. Pour ce que j'ai signé, pour ce que je n'ai pas arrêté, pour avoir fait semblant de ne pas savoir. Les mots sont sortis lentement, fragiles, mais réels. J'ai expiré longtemps, doucement, régulièrement. Je sais, ai-je dit. Et je te crois. Nous sommes restés là un moment. Deux sœurs sous la pluie, avec les fantômes de nos vies passées qui s'effaçaient enfin en arrière-plan. Quand elle est partie, j'ai porté la boîte à l'intérieur et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, sous les photos et les lettres, se trouvait la vieille montre de poche de papa. Elle faisait encore tic-tac. C'était comme un petit miracle d'entendre le temps continuer même après que tout se soit arrêté. Ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre avec un verre de vin, en regardant les lumières du quartier briller à travers la bruine. La maison était silencieuse, mais pas vide. Juste vivante. Sur la table à côté de moi, il y avait une pile de lettres de femmes du programme, des remerciements, des histoires, des confessions. L'une disait: « Tu m'as aidé à comprendre que je ne suis pas le problème parce que je dis non. Je suis la raison pour laquelle je peux recommencer. » J'ai souri, je l'ai plié avec soin et je l'ai ajouté à la pile qui grandissait. Dehors, les feux d'artifice avaient commencé en avance, des éclats colorés qui se reflétaient sur la rue mouillée. J'ai pensé à la fille que j'avais été, assise seule le réveillon précédent, attendant un appel qui n'était jamais venu. Elle avait été blessée, invisible, désespérée d'être aimée comme elle aimait les autres. Je voulais lui dire maintenant qu'un jour elle se réveillerait et qu'elle n'aurait plus besoin de la permission de qui que ce soit pour se sentir digne. Je me suis levé, j'ai levé mon verre vers la fenêtre et j'ai murmuré. Pour les fins qui deviennent des débuts. La pluie a cessé. La ville brillait. Mon reflet dans la vitre avait l'air paisible, presque étranger. Et au fond de moi, j'ai enfin cru. La paix n'était pas quelque chose qu'on trouve chez les autres. C'était quelque chose qu'on construit soi-même, une limite après l'autre. Si tu as déjà été la personne qui a donné jusqu'à ne plus rien avoir, j'espère que mon histoire te rappellera que l'amour ne veut pas dire se sacrifier. Racontez-moi dans les commentaires si vous avez déjà été là, si vous avez dû vous choisir vous-même après toute une vie à donner. Et si vous l'avez fait, j'espère que vous aimerez, partagerez ou vous abonnerez, pour qu'un jour peut-être quelqu'un d'autre retrouve aussi son chemin vers lui-même. Parce que parfois, la vengeance la plus authentique, ce n'est pas la colère. C'est la paix.